Bonjour, bienvenue dans Ténor du droit. Aujourd'hui, je reçois Louis Degos, Managing Partner de KL Gates et ancien responsable de la commission prospective et innovation du CNB. Louis, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, on va parler ensemble jurimétrie. Qu'est-ce que la jurimétrie? Alors la jurimétrie, je pourrais dire que la jurimétrie est au droit ce que l'économétrie est à l'économie. Je suis pas sûr que ça... Ça veut dire quoi alors finalement? En fait, la jurimétrie, on l'appelait auparavant, et ça s'appelle encore parfois, justice prédictive. Mais en fait, sous ce vocable justice prédictive, d'abord se cachent plusieurs notions qui... par exemple, l'étude statistique des décisions, par exemple aussi la modélisation du raisonnement d'un juge. Enfin, s'il peut y avoir différentes sophistications dans cette justice prédictive qui fait que on arrive plus ou moins à savoir, entre guillemets, ou du moins à aider à la décision d'un juge, puisque c'est la décision d'un juge dont il s'agit, mais aussi bien, finalement, à savoir vers quel sens le droit pourrait-il se tourner. Donc ça, c'est la définition de ce que pourrait être la justice prédictive. Mais en fait, moi, je n'aime pas du tout cette appellation, parce que pour moi, ça n'est ni prédictif, ni de la justice, dans le sens où ces études, car c'est l'étude des décisions de justice, ne vient pas prédire l'avenir, mais au contraire, il est plutôt rétrospectif, on regarde ce qui s'est passé. Et puis ça n'est pas de la justice, parce qu'on ne rend pas la justice, mais on étudie ce qui s'est passé. Donc jurimétrie, en ce sens, paraît beaucoup plus approprié, encore une fois en parallèle avec l'économétrie. L'économétrie, c'est les années 30 du siècle dernier, donc on a un petit siècle de retard par rapport à l'économie en ce qui concerne l'étude de droit en tant qu'objet d'étude. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire une étude statistique, informatique, avec de l'intelligence artificielle, alors certes actuellement encore assez faible, de la façon dont la justice a été rendue et donc comment en fait et pourquoi les décisions vont dans tel ou tel sens. Alors bien sûr, quand on a dit ça, on commence déjà à entrevoir un peu ce que c'est, mais les grands systèmes de droit, les grands pays qui sont les plus avancés en termes de jurimétrie, sont les pays de droit anglo-américain, de droit de common law, puisqu'en fait ces droits-là sont des droits plutôt jurisprudentiels, et donc il devient très important dans ces systèmes-là de pouvoir étudier effectivement la façon dont le droit est dit par les juges, car le droit dit par les juges, de case law, de judge-made law, c'est à la fois de la jurisprudence, mais c'est aussi de la loi, c'est aussi le système du précédent qui fixe du coup la règle de droit. Donc on comprend bien que dans ces pays-là, la jurimétrie est beaucoup plus avancée qu'ici, mais je ne désespère pas et c'est pour ça que nous l'avons étudiée au CNB. Alors justement, vous avez fait une étude au CNB sur la jurimétrie. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Bien sûr. Alors c'est une étude qui est en deux phases. Nous étions plusieurs élus du CNB, mais nous nous sommes adjoints du côté technique, un cabinet d'informatique et d'audit informatique et de consulting informatique, Soprasteria pour ne pas les nommer, qui ont fait une étude très approfondie des différents algorithmes, des différentes plateformes de justice prédictive ou de jurimétrie. Alors, il y a plusieurs choses qu'on a découvert presque à cette occasion-là. D'abord que finalement en France, il y avait plusieurs plateformes, on ne s'attendait pas à en voir autant. En Europe, on est parmi les premiers, on s'attendait à ce que ce soit plutôt l'Angleterre, mais c'est plutôt la France. Alors certes, il y en a plus, ou du moins des plus gros aux États-Unis, car le marché s'est regroupé aux États-Unis, mais en France, on a une espèce de maillage comme cela. Ensuite, effectivement, il y a plusieurs... ce sont des gros moteurs de recherche pour l'instant, donc il y a plusieurs techniques utilisées, tout ça est décrit dans l'aspect technique des choses, mais pour nous, au Conseil national des barreaux, ce qui nous a paru important, c'est de, en partant de l'existant, en partant de la pratique, déterminer quelques grands principes
au nombre de 14. Quand même, il y en a pas mal. On n'a pas pu faire les 10 commandements, mais les 14 commandements, 14 préconisations qui font que ces outils, ces plateformes de géométrie, s'ils respectent ces préconisations, sont ou non éthiques. Autrement dit, on va viser là l'intégrité de la base de données, on va viser là la sincérité de l'algorithme, la transparence du fonctionnement, le fait aussi qu'il y a un équilibre à avoir à la fois de ne pas modifier les informations brutes, mais tout de même de les, pardon pour ce terme anglo-français, monitorer dans le sens où les informations brutes, voilà, il faut les surveiller quand même parce qu'elles peuvent donner des biais, les informations brutes. La machine va aller les prendre comme cela sans forcément avoir une analyse qualitative des données, mais plutôt quantitative. Et donc, on sait ce que ça donne. Il y a quelques années, aux États-Unis, les biais racistes ou les biais anti-féministes, anti-égalitaires qui se sont fait jour dans ces algorithmes-là, qui ont pris tout simplement la donnée brute et se sont dit, finalement, aux États-Unis c'était le cas, le plus grand nombre de récidivistes est noir, donc les noirs sont récidivistes. Voilà, un petit peu le raisonnement bête et méchant de la machine qui ne va pas du tout. Et donc, c'est là où effectivement il faut savoir monitorer quand même la donnée. Et valider les résultats. Et voilà, éviter que les biais se continuent, se multiplient de façon virale, puisque c'est la mode malheureusement d'avoir des virus, et notamment en informatique. Peut-être est-ce à cause de ces biais que les professionnels du droit se méfient de ce type de technologie? Alors, il y a certainement un petit peu de cela, mais je pense surtout que les professionnels du droit ont peur vis-à-vis de ces technologies, parce qu'ils ont peur d'une ubérisation. Ils ont peur d'être remplacés par la machine. Effectivement, si ces outils de jurimétrie disent le droit avant qu'il soit dit, a-t-on encore besoin de nous, si j'ose dire? C'est là où moi je ne suis pas du tout ce raisonnement, surtout pour les avocats. D'abord, s'il s'agit de justice prédictive, ce n'est pas les avocats que ça va remplacer en premier, c'est les juges. Puisque la machine va dire, voilà, devant telle situation, à 90%, la décision sera celle-ci, avec ce taux de fiabilité-là. Donc, je ne crois pas que ça vienne remplacer les avocats qui ont peur. Je crois qu'au contraire, les avocats peuvent prendre toute leur place avec cet outil-là. Je pense que les juges aussi ne vont pas disparaître. Ils vont en revanche recentrer leurs activités, peut-être sur des domaines à plus forte plus-value, comme on dit, c'est-à-dire moins automatisables, car finalement la jurimétrie est pour l'instant possible que dans des domaines assez répétitifs, assez systématiques, avec des barèmes, par exemple, les indemnités avec des critères en matière de prud'homme. Voilà, des indemnités prud'homme, du préjudice corporel, pardon. Donc là, effectivement, on se retrouve dans des choses qui sont plus facilement automatisables. Donc je pense que les professionnels du droit ne doivent pas avoir peur de ces outils, doivent s'en emparer au contraire. Cela va impacter d'abord les juges, je pense, puisque certaines parties, effectivement, des magistrats seront plus utilisées pour des dossiers qui peuvent être effectivement systématisés. Ça donnera lieu à peut-être plus de conciliation? Exactement. Moi, je pense que l'avocat va devoir effectivement translater son activité du judiciaire, voire petit judiciaire, qui va tendre à disparaître et à devenir automatique ou s'administrativer, si j'ose dire, devenir plus administratif, vers effectivement une activité de médiation, de conciliation, de négociation. Finalement, l'outil de jurimétrie va donner des indications assez claires sur vers quoi on va aller, avec un taux de fiabilité. Donc il faudra jouer, si j'ose dire, parce que ce n'est pas un jeu, mais il faudra effectivement savoir négocier avec ces outils en disant on va plutôt vers là, mais il y a un taux de fiabilité de temps. Pourquoi il y a ce taux de fiabilité? Parce qu'il y a quelques exceptions. Or, on rentre dans cette exception, donc effectivement, on a d'autres marges de manœuvre pour négocier. Donc tout ce travail intellectuel-là pourra se faire sur la base, effectivement, de ces outils de jurimétrie.
Pour conclure, ça peut être un bon outil d'aide à les décisions pour l'avocat? Ça peut être un bon outil d'aide à la décision pour le client. Pour le client. Et l'avocat va pouvoir effectivement l'aider. Proposer la bonne Voilà, solution. Exactement. Louis de Gauss, merci pour cet éclairage. Je vous en prie, merci. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Ténor du droit.